Retour dans un passé lointain. Avec la crypte de la cathédrale de Chartres, nous sommes au contact des époques les plus anciennes de la cathédrale. 1020, un grand incendie qui détruit l'édifice précédent. L'évêque, Fulbert, décide la reconstruction des lieux. 1024, il envoie une lettre à un ami en lui disant « Je souhaite que les voûtes de ma cathédrale basse aient le temps de sécher avant les premières grandes intempéries de l'hiver. » C'est donc que les voûtes de cette crypte sont en train de s'achever. Cet édifice, sa partie basse, a exactement 1000 ans. Si l'on parle aujourd'hui de crypte, il s'agit en fait plutôt d'une immense église inférieure, où vous devez imaginer les pèlerins qui déambulaient, marchaient, finissaient leur pèlerinage à l'intérieur même de la cathédrale. Un immense couloir, le plus long d'ailleurs qui existe dans les grands édifices du Moyen-Âge. 200 mètres de la porte par laquelle on descend ici, côté nord, à celle par laquelle on peut remonter du côté sud, nord-sud, aller de l'ombre à la lumière, vivre une véritable révélation, c'est le sens profond de cette église inférieure. Nous sommes donc au début du XIe siècle, à une époque où l'on pourrait qualifier de style pré-roman, une extraordinaire sobriété structurelle. Les murs, en fait, derrière les peintures murales, c'est des blocs de calcaire, de silex jetés en masse dans un mortier puissant. Et l'architecture est très simple. Des pilastres qui rythment l'espace, chaque pilastre surmonté de cette corniche, une abaque, et au-dessus de nous, des voûtes d'arêtes. On le voit bien, une voûte qui vient dans un sens, une voûte en plein cintre longitudinale, une autre latérale, qui se croisent, faisant par interpénétration ce système d'arêtes. En fait, c'est extrêmement primitif, et en ce sens très intéressant. Mais potentiellement, on a là le début d'une idée qui aura une immense importance dans l'art sacré au Moyen-Âge. C'est la future croisée d'ogives. Mais on est encore ici au tout début de cette histoire. En haut, si on veut raconter des histoires, on a les vitraux, on a la lumière pour le faire. Ici, on peint les murs. Alors, ces peintures murales qui sont là autour de nous, dans cette grande église inférieure, sont pour beaucoup du XIXe siècle. D'autres plus anciennes, à l'époque de Louis XIII, Louis XIV, quand on repeint là les voûtes, à la demande d'ailleurs des souverains eux-mêmes. Une peinture aujourd'hui couverte de suie. Et lors de rénovations récentes, on a aussi retrouvé des peintures murales plus anciennes. Ainsi, la Vierge en Majesté, une peinture des années 1200, dans lequel on voit, dans un style d'ailleurs très oriental, byzantin, cette magnifique Vierge hiératique présentant l'enfant, ouvrant les bras et 3 silhouettes qui viennent sur le côté, aujourd'hui plus effacées. Ce sont les rois mages qui viennent rendre hommage à l'enfant. La première partie de ce long couloir aboutit à la fameuse Notre-Dame de Souterre. Alors la statue que l'on découvre aujourd'hui est une statue moderne, elle date de 1975, mais elle est très ressemblante au modèle disparu à la Révolution, une statue très ancienne, tellement ancienne d'ailleurs que même si la statue primitive était sans doute du Moyen-Âge, il y avait dedans des traits assez typiques des déesses mères gallo-romaines, nous remontant peut-être aux origines profondes du culte marial à Chartres.
On disait d'ailleurs, à l'époque, à propos de cette statue, une étonnante légende. Qu'on avait commencé ici à prier Marie avant même que Marie n'existe, avant l'an 0, que des prêtres gaulois auraient eu la vision de cette femme qui allait enfanter du Sauveur dans un pays lointain et qu'ils auraient donc ici commencé à la prier. La légende de la Vierge qui va enfanter, pas qui a, qui va enfanter. Étrange légende, qui permettait à Chartres de dire qu'ici on avait été chrétien avant même le christianisme. Et aux yeux de tous les habitants et les pèlerins très attachés à cette présence mariale, une façon de dire que c'était naturellement sa maison, c'est ici qu'elle habitait puisque c'est le lieu qu'elle avait profondément choisi. Un hymne donc à la naissance, à la vie, c'est un des messages profonds au fond de ce lieu sous la cathédrale. Dans cette chapelle, Notre-Dame de Sous-Terre, a été aussi déposé un reliquaire du voile de la Vierge. Alors en réalité, il y en a 2 fragments. Le principal, 2 mètres, est là-haut, dans la cathédrale supérieure. Mais ce reliquaire, celui du XIXe siècle, abrite un fragment plus petit du voile de la Vierge, ce qui permet de prier Marie aujourd'hui aux 2 niveaux de la cathédrale. Il faut comprendre ce que représente donc cet objet dans la mentalité médiévale, très attachée aux objets matériels qui permettent de se rattacher à la foi. Finalement, un objet témoin de la présence de Dieu sur terre, dans le ventre de sa mère, l'un des objets les plus précieux de la civilisation occidentale. Avec le puits des Saints-Forts, nous touchons aux origines les plus anciennes de la cathédrale, aux racines. Il y a 2000 ans ou plus. Le puits des Saints-Forts, un étrange nom. Les saints forts dans leur courage, les saints forts dans leur foi, une évocation des premiers martyrs qui auraient été jetés dans ce puits. Peut-être aussi une évocation de l'ancien lieu fort, de l'ancienne citadelle de la ville. En réalité, ce puits remonte à l'an 0 ou même peut-être au 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'époque gallo-romaine, dans une tradition celtique. Sa base est une base carrée, comme les puits qui remontent vraiment à la nuit des temps. Et au fil des siècles qui passent, des superstitions viennent autour de ce puits. On parle d'une eau miraculeuse, où viennent s'abreuver les pèlerins de guérison. Il est bouché à une époque moderne et il n'est redécouvert que vers 1900 par un archéologue très persévérant qui l'avait pisté à partir de documents anciens qui parlaient de ce mystérieux puits des Saints-Forts. Il est alors réouvert et il est encore pour nous donc le plus ancien témoignage de l'histoire de la cathédrale. Le long couloir imaginé par l'évêque Fulbert dans les années 1020-1024 continue, se développe avec cette architecture toujours aussi sobre. Nous entrons ici dans le déambulatoire, c'est-à-dire la partie courbe sur laquelle se développent les anciennes chapelles. Ce lieu est vraiment prévu pour accueillir les déambulations des pèlerins qui chantent, qui prient au cours de leur marche. Une magnifique acoustique d'ailleurs. Écoutez. Quand vous êtes maître verrier, vous êtes fasciné par Chartres, le plus bel ensemble de vitraux qui existe du Moyen-Âge, mais il est tellement complet que vous ne pouvez pas y créer. Il reste ces fenêtres de la crypte qui permettent d'ouvrir à la création d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle aujourd'hui la crypte Saint-Lubin, dans les parties les plus profondes de la cathédrale, sous le chœur, entre les bras de ce long couloir, imaginé par l'évêque Fulbert, dégage
immédiatement qu'on y entre une impression de force, de puissance, assez fascinante. Alors, d'abord, ce n'est pas qu'une impression. On a dans ce lieu des forces colossales autour de nous, plus de 300-400 tonnes sur chacun des grands piliers quadrangulaires de cette crypte, plus de 2000 tonnes sur le grand mur circulaire arrière. L'art gothique, celui de la cathédrale supérieure, est un art du linéaire, de la légèreté, mais aux emplacements où les forces retombent au sol, où elles sont canalisées, elles deviennent absolument phénoménales. La crypte Saint-Lubin comprend les éléments les plus anciens que le long couloir voulu par l'évêque Fulbert. Dans ce lieu, en réalité, de très nombreuses époques, tellement compliquées qu'il est parfois dur de saisir l'enchaînement exact de toutes les phases de travaux. Voici quelques-unes des phases que l'on peut identifier. Ce mur, ici, date de l'Empire romain ou peu de temps après la fin de l'Empire romain, l'une des toutes premières cathédrales chrétiennes. Le grand mur circulaire date de ceux qu'on appelle les Carolingiens, au IXe ou plutôt Xe siècle. Quand on regarde ce mur, on voit qu'il a été surélevé quand on construit là-haut la grande cathédrale gothique vers 1200. Et les voûtes sont-elles édifiées au XVIIIe siècle pour renforcer, pour porter le grand massif de Marie de l'Assomption en marbre de Carrare qui est là, juste au-dessus de nous. Dans ce couloir de fouilles archéologiques qui aboutit à la crypte Saint-Lubin, réalisée il y a une centaine d'années, on a les témoignages des premières cathédrales édifiées sur le site. Celle de Fulbert, c'est sans doute la 4e, la 5e, ce qui laisse avant bien d'autres vestiges archéologiques qu'on avait à l'époque tenté de découvrir. Il y a là quelques marches, quelques bases de piliers très anciennes. Sur les murs de cet immense couloir inférieur, certaines peintures sont encore beaucoup plus anciennes, peu de temps après l'achèvement de l'édifice, au XIe siècle. Ainsi, cet ensemble, dans lequel on découvre de saints personnages que connaissaient bien les pèlerins, qu'ils étaient donc heureux de retrouver sur les murs. Voici un tissu imité des tissus brodés venant d'Orient, de pays qui sont aujourd'hui la Palestine, la Syrie, que l'on découvre émerveillés et que l'on peint sur les murs comme s'ils étaient suspendus. Dernière étape, dernière ligne droite de ce long parcours dans lequel on remet ses pas dans ceux des pèlerins qui nous ont précédés il y a donc exactement 1000 ans. Cette galerie, qui conserve encore certaines peintures de différentes époques, ici 19e siècle, s'appelle depuis longtemps la galerie Saint-Jean-Baptiste. Et c'est dans cet espace que traditionnellement, depuis l'origine, a été installé le baptistère. Le baptistère, c'est donc une cuve, 11e, 12e siècle. À l'intérieur, ce très beau motif imaginé par l'orfèvre Gucci en argent repoussé à l'ancienne et une inclusion de pierres fines. Encore aujourd'hui, les baptêmes ont lieu ici, dans la cathédrale. L'étape du baptême précède la remontée dans la cathédrale. Ainsi, nous avons tout parcouru, du nord au sud, de l'ombre à la lumière, des parties basses, à cette cathédrale baignée par les couleurs des vitraux, dans la lumière, à la cathédrale haute.